Madame, Monsieur, bonjour. C'est toujours avec un réel plaisir que nous vous retrouvons chaque dimanche à partir de 11h pour décrypter, analyser et commenter les grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale. Débat de presse, c'est l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité à travers le regard de nos chroniqueurs. Pour ce dimanche, 3 sujets sont au menu de votre émission Débat de presse. Nous parlerons notamment de la mise à prix de la tête de 20 terroristes recherchés par les services de sécurité du Burkina Faso, l'effondrement d'un immeuble de 5 étages dans la capitale burkinabé ayant fait 2 morts est au menu de cette émission. Et enfin, nous parlerons du Sénégal confronté depuis quelques jours à de fortes tensions consécutives à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Alors, pour discuter autour de l'ensemble de ces sujets, je suis en compagnie de 4 éditorialistes de la presse burkinabé. Ahmed Koné, journaliste et consultant en santé média, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Nous avons également autour de la table Xavier Belem-Niegré, rédacteur en chef de la radio nationale. Bonjour. Bonjour Sayon, bonjour. Joachim Vokouma, directeur de publication de Casseto.net, est avec nous. Bonjour. Bonjour Sano, bonjour aux téléspectateurs. Nous avons également avec nous Adama Kaboré, directeur de publication de Sank TV. Bonjour. Bonjour Abouakar, bonjour très chers téléspectateurs. Merci à tous donc pour la fidélité à cette émission. Alors, le gouvernement burkinabé a officiellement mis à prix la tête de 20 individus activement recherchés pour participation ou complicité dans la planification ou la conduite d'actes terroristes. Les photos et les noms de ces individus ont été publiés par le gouvernement qui propose entre 100 et 180 millions de primes à toute personne qui fournira des informations de nature à permettre l'arrestation ou la neutralisation de ces individus. Alors, chers éditorialistes, que pensez-vous de cette initiative du gouvernement burkinabé? Ahmed Koné. Oui, je me rappelle bien, on avait évoqué le sujet, on avait dit qu'il faudrait nécessairement passer par le système du Wanted Made in USA pendant le temps du Far West. On mettait à prix la tête des différents pistoleros qui étaient reconnus comme des renégats et il y avait des chasseurs de primes. Et on avait estimé ici sur ce plateau qu'on finirait bien par passer par là parce que ce n'est pas facile aujourd'hui. D'autant plus que nous sommes en Afrique, les gens ont des liens et il est difficile. Mais avec la mise en place des centres d'appel, je crois que les choses vont vite. Ce qu'on constate aussi, c'est que avec les photos, il y a un problème de faciès, bien sûr, il ne faut pas se tromper, parce que les gens peuvent être d'une certaine origine, mais venir d'autres provinces ou d'autres régions. C'est pour cela qu'il faut éviter la stigmatisation. Un aspect que j'ai constaté personnellement, il n'y a pas de femmes. Non seulement il n'y a pas de femmes sur la liste, mais il n'y a pas non plus, comment je vais dire, il y a un étranger, un pays voisin qui a son représentant ici. Donc on peut déjà faire ce distinguo-là. Et si on regarde de façon générale, les primes sont très élevées. Du coup, on est passé de 100 millions à 200 millions. Cela veut dire que la tentation est forte. 180 millions, la prime la plus élevée. Oui, la plus élevée, pardon. 180 millions. C'est pas loin de 200 quand même, mais 180 millions, c'est pas petit. Et la mise à prix de la tête du ressortissant étranger, c'est 175 millions, si je ne me trompe. C'est une fortune colossale par rapport à ce que les terroristes donnent à nos jeunes pour les embaucher, entre guillemets. Je crois que ça en vaut la peine. Peut-être que ça va donner des résultats. On a vu ça ailleurs avec justement les Américains dans certains pays, mais sait-on jamais. Vous pensez qu'autour de la table, est-ce que cette méthode adoptée par le gouvernement va produire des résultats? Vokouma. On l'espère. on espère que ça va produire des résultats. Mais ce n'est pas la première fois qu'on a eu recours à la publication de personnes recherchées parce que suspects d'être impliqués dans la préparation, la planification et la commission d'actes terroristes. Je me rappelle bien, lorsque Chérif était ministre de la Défense, on a eu des listes comme ça qui avaient été publiées
de gens qui étaient recherchés. Mais il n'y avait pas de prime associée à cela. Non, justement, c'est ça la différence aujourd'hui. Peut-être que tirant les leçons de cette première opération, peut-être qu'ils n'auraient pas atteint les objectifs, on s'est dit cette fois-ci qu'il fallait assortir de la publication là une prime, une incitation à donner des informations parce que, comme mon voisin l'a dit tout à l'heure, de 100 millions c'est déjà pas mal, 180 millions c'est beaucoup. Et comparativement à ce que nos jeunes qui se laissent embrigader, tromper par les groupes terroristes, qui intègrent ces groupes-là, parfois même de force, contre des miettes, pour compromettre leur avenir, celui qui est capable de donner une telle information stratégique, très précise, qui permettra de capturer ces individus-là, bon, je pense qu'avec 100 millions ou 180 millions, il peut se construire un avenir un peu plus radieux que l'évoluer dans les actes terroristes, ce n'est pas une carrière d'avenir. Ce n'est pas une carrière d'avenir, on ne connaît pas, en tout cas jusqu'à présent, on ne connaît pas un jeune qui s'est engagé dans ces groupes-là, qui a fait carrière, qui a fondé une famille et qui a mené une vie correcte. Il n'y en a pas. On ne connaît pas. Donc, ça, c'est une voie aporétique, comme disaient les philosophes. C'est sans issue. Donc, cette prime-là, ça peut permettre de motiver ceux qui ont des informations, sachant que, vous savez, souvent, ce type d'informations, c'est souvent dans l'entourage proche. En tout cas, des gens qui sont pas loin de ces éléments-là, de ces hommes qui sont manifestement des leaders qui jouent un rôle important dans les organisations respectives. Donc, ce sont dans l'entourage, en tout cas, des gens qui sont proches d'eux, qui peuvent donner ce type d'informations stratégiques-là. Et c'est pour cela aussi l'autre volet, par rapport à ces informations, il a évoqué le 199. Mais je pense qu'il faut mettre aussi des mesures de sécurité pour garantir la tranquillité, la sécurité de ceux qui vont donner ce type d'informations-là. Parce que c'est d'une certaine manière, je parlais de ceux qui sont proches, c'est prendre ses distances pour ne pas dire trahir le groupe ou en tout cas l'organisation si on se décide à donner une telle information contre contre rémunération. Contre rémunération. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est fondamental et qui montre aussi, il a évoqué, quand on regarde la liste, avec les descriptifs des personnes mises en cause, on voit bien qu'il y a quand même des informations assez détaillées parfois. On donne la taille, souvent, le teint, clair ou pas clair, avec parfois des cicatrices sur la joue gauche ou sur la joue droite. Donc, il y a quand même des éléments que les services de sécurité ont quand même rassemblés et qui permettent à nous tous de pouvoir dire j'ai vu une telle personne, ça peut ressembler au suspect qu'on recherche et à donner les informations là où il faut. Alors, Xavier Belemiégré, qu'est-ce que vous pensez donc de cette méthode nouvelle pour les Burkinabés? Bon, à l'analyse, je pense que comme les autres ont dit, c'est une perche que le gouvernement tend à ces éléments qui gravitent naturellement autour de ces chefs terroristes. Si c'est vrai que c'est l'argent la principale cause de cette mobilisation autour de ces leaders, certainement, ça peut les motiver certainement à dénoncer et à revenir à la raison, si on peut le dire ainsi. 100 millions, 180 millions, c'est assez énorme. Maintenant, le travail, de mon point de vue, réside principalement au niveau du centre d'appel. Alors, s'il y a des informations, est-ce qu'ils ont la logistique nécessaire pour scruter, pour vérifier et aider certainement ceux qui vont donner des mines d'informations à pousser beaucoup plus davantage pour que les forces de défense et de sécurité puissent vraiment mener le travail comme il se doit. C'est l'inquiétude à mon niveau. Je crois que l'État doit renforcer la logistique à ce niveau parce que, bon, selon les explications, c'est vrai que ce n'est pas le fait de loger la structure directement au niveau de la présidence,
m'inquiète un peu. Parce que je me dis que si on l'avait détaché carrément du service de communication de la présidence, parce que souvent il y a des imperfections liées à la conduite de la communication de la présidence qui font que les gens lient ces insuffisances-là à la gestion totale de ce numéro d'appel. Je me dis que s'ils ont les équipements nécessaires et les personnes ressources, en tout cas habilitées à faire le travail, ça doit prospérer. Maintenant, d'autres aspects, quand on met des têtes à prix comme ça, quelque part, on est en train de les déifier. Et je me demande si ça ne va pas les regarder davantage, si toutefois on n'arrive pas à les piocher dans un temps record. Est-ce que ce n'est pas des gens qu'on a encore déifiés et c'est des dangereux qu'on crée beaucoup plus d'avantages en mettant en estimant qu'ils sont beaucoup plus chers. C'est votre façon de voir la chose. Voilà. Voici, elle est partagée autour de la table. Est-ce que vous pensez, comme Xavier Kaboré? J'abonde dans le même sens pratiquement que lui, mais ce que je voudrais souligner est que tout comme la musique, tout comme le cinéma, la guerre c'est un art. Et l'artiste a besoin d'un auditoire. Et si les premières autorités aujourd'hui des boys décident d'aller dans ce sens-là, c'est qu'il y a de la matière à l'intérieur. Du coup, c'est comme le grand frère lui disait, avant c'est au cinéma, quand on voyait ça, Wanted, Died or Alive. Et plus récemment, avec le 11 septembre, les Américains ont commencé à lancer des mises à prix sur la tête de certains terroristes, notamment en Afrique ici, comme Shekaou ou bien encore Mokhtar Belmokhtar. Et donc je me dis, c'est un signal que l'État burkinabé, le gouvernement burkinabé, le peuple burkinabé est en train de donner au reste de la communauté internationale, en ce sens que, c'est comme le Premier ministre l'a dit, en fait, le Burkina Faso a été délaissé dans l'acquisition d'un certain nombre d'armes, dans cette lutte contre le terrorisme, pratiquement isolé, y compris le Mali. Donc, je me dis que ça pourrait porter fruit, d'autant plus que c'est vrai, c'est un truc, si jamais on arrivait à mettre la main sur ces 20 individus activement recherchés, ça fait un pactole de près de 3 milliards. C'est vrai que c'est le trésor public qui va être secoué, mais ça vaut, le jeu en vaut la chandelle. Et ce que je voudrais apporter, parce que déjà, à écouter parfois certaines personnes, ils disent que, en fait, est-ce que c'est pas le renseignement qui est à bout de souffle? Non. Et c'est comme il a dit, en réalité, il faut aussi vraiment un outil, du matériel assez efficace et améliorer peut-être la stratégie de la communication du centre d'appel. Si à la limite même il faut le détacher de la présidence du Faso, ou bien en tout cas, je ne sais pas comment il est conçu, il y a des techniciens à l'intérieur, je ne sais pas comment il a été constitué, mais on se dit qu'il faut encore lui donner plus d'autonomie, plus de moyens techniques pour pouvoir, en tout cas, ne pas se faire berner. Du reste, le message, je crois, il est clair. Le signal, c'est une chance qu'on tend à ces 20 individus activement recherchés ainsi que leurs collaborateurs. Si il y a deux possibilités, vous déposez les armes et vous prenez votre téléphone tranquillement, vous appelez le 199 et puis vous venez. Sinon, nous allons venir vous chercher mort ou vif. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit quand le gouvernement a lancé ce message. Xavier pense par exemple que c'est une façon peut-être de les rendre plus populaires, ces listes, ces personnes qui ont été publiées. Est-ce que vous adhérez à cette façon de voir? Oui, d'une manière ou d'une autre. Ils sont déjà populaires, puisqu'il y avait eu déjà une première liste qui avait été, en tout cas, affichée. Ça même, ça les permet, voilà, ils vont dire qu'à là, on a de la cote. Oui. Donc, mais en réalité aussi, ça pourrait les affaiblir. Parce que rien qu'à peut-être au niveau de leur état-major, bon, il y a des gens qui sont prêts aussi pour déposer les armes, mais ne sachant pas comment faire. C'est ce que Vokoumet disait tout à l'heure. Il va falloir trouver des garanties, voilà, pour pouvoir protéger ces éventuelles personnes qui viendraient à désister et à se démobiliser des rangs. D'accord. Alors, Ahmed Kone. Je pense que c'était un tournant décisif. Maintenant, les Burkinabés qui étaient un peu sceptiques ou qui avaient d'autres formes d'analyse comprendront que vraiment, on va sérieusement de plus en plus dans la guerre. Et cette affaire de prime va certainement secouer les baraques. Ceux qui chôment et qui aimeraient bien
avoir un peu d'argent vont certainement s'y mettre. Je crois que ce n'est pas les déifier, c'est au contraire les pousser à ne plus défier un peuple mobilisé. Aujourd'hui, le Burkina Faso se consolide de plus en plus. C'est-à-dire que les Burkinabés tendent effectivement à se serrer les coudes, à aller ensemble vers une transition de plus en plus remarquable et qui atteint ses objectifs. Entre autres, faire en sorte que ceux qui ont pris les armes contre ce peuple se rendent compte, se rendent à l'évidence que vraiment, comme on dit dans la rue, il n'y a pas match. Je crois que le fait de donner des centaines de millions aux gens va amener davantage des Burkinabés à chercher à reconnaître les voisins, les nouveaux venus, tous ceux qui étaient avec moi dans le car. Les gens vont se dévisager. Il faut évidemment éviter qu'on tombe dans une forme de stigmatisation, comme je l'avais dit tout à l'heure, et qu'il n'y ait pas de dénonciations calomnieuses, etc. Ça, c'est un travail qu'il faut faire. Il y a un travail d'éducation à faire pour accompagner effectivement cette affaire d'octroi de primes. Mais je suis convaincu qu'à moyen ou long terme, on va débusquer certains individus. Parce que ce genre de procédure fait que les états-majors commencent à s'inquiéter. Et il y a des gens autour des chefs qui ne sont certainement pas sécurisés et qui ne voudraient pas non plus qu'on attrape les chefs et qu'on aille l'indexer. Donc, qu'on aille les indexer. Donc, il est fort possible aussi qu'autour de ces chefs terroristes, même si la relève est prévue, que les choses se ramollissent et que de plus en plus d'individus se rendent à l'évidence qu'il faut déposer les armes. Parce qu'on ne pourra pas tenir longtemps. D'accord. Alors, c'est une méthode, vous l'avez dit, qui est assez vieille. En 2015, le gouvernement américain a publié donc la liste de 5 terroristes qui étaient activement recherchés et proposait jusqu'à 20 millions de dollars donc, pour pouvoir mettre la main donc, sur ces individus dangereux. Oui, parce que, vous savez, en procédant de cette manière-là, publiant la liste-là, c'est pour répondre à un fait, une réalité qui est que nous avons affaire à une internationale terroriste. C'est vrai, il l'a noté, il y a un Nigérien qui est dedans. Mais ces gens ont des connexions un peu partout, dans les pays voisins, peut-être avec des pays étrangers. Il y a des pays qu'on connaît, qui sont identifiés comme des pays, pourvoyeurs de terroristes, en tout cas qui alimentent l'idéologie terroriste, et qui ont des connexions avec tous ceux qui sont sur le terrain un peu partout dans le monde pour commettre les actes terroristes. Donc cette note-là a été publiée, elle est connue de partout maintenant, un peu partout. Je ne pense pas que ces gens vont passer par les frontières normalement pour leur déplacement. Donc Interpol ne pourra pas être vraiment d'une grande utilité, mais ils savent désormais que où qu'ils se trouvent, ils peuvent éventuellement être identifiés et peuvent être et capturés. Maintenant, c'est comme je disais relativement au numéro d'appel, ce qui est évident, il y aura des appels farfelus. Il y a des gens qui vont appeler pour faire de la diversion, pour saboter l'opération, en tout cas pour saturer, ne serait-ce que le centre d'appel, pour brouiller les pistes. Ça, c'est une évidence. Maintenant, c'est au service de sécurité de faire le tri, de garder les informations qui sont fiables, de qualité, de les affiner, et pour que les informations qui sont données par les citoyens, en tout cas par l'opinion, puissent aboutir à la localisation, c'est ça l'intérêt, à la localisation de ces gens-là et de les neutraliser. Est-ce qu'on les déifie? Je ne suis pas sûr, au contraire. Je pense que c'est eux-mêmes, ils ont la trouille actuellement. Contrairement à ce qu'on pense, quelle que soit la puissance d'une organisation, défier un État, fut-il faible, comme on dit dans nos pays, c'est quand même une gageure. C'est quand même une gageure et tôt ou tard, moi je n'ai jamais douté dessus, ces gens-là seront défaits. Ça c'est une évidence. Moi, ils ne gagneront pas la guerre contre le Burkina. Il a évoqué au début, est-ce que c'est l'argent qui a la motivation de l'engagement dans ces groupes terroristes-là? De ce qu'on sait, en tout cas, il y a une motivation politique, idéologique, s'agissant de l'EIGS et du ACMI. Il y a une motivation politique, mais cette motivation politique, je l'ai déjà dit, ça n'a aucune chance de prospérer dans notre pays parce qu'il n'y a pas une base sociale critique qui soit réceptive à ce message-là. Donc, si on arrive à capturer ces leaders politiques-là, ça va avoir un impact sur la troupe
Et je suis sûr que, bon, on verra peut-être le bilan dans quelques mois. C'est vrai que c'est des informations confidentielles, l'armée ne communique pas trop comme ça. Mais ce serait bien quand même que si on arrive à capturer 2 ou 3, en tout cas, qu'on communique, pour qu'on sache qu'il y a des résultats pour dissuader et aussi d'éventuels candidats aux actes terroristes. Et alors, Kaboré l'a évoqué tantôt, nous sommes au Burkina Faso, il y a des polémiques lorsque ce genre de méthodes sont mises en avant. Certains pensent par exemple que c'est un aveu de faiblesse pour les services de sécurité en publiant ce genre d'informations. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais bon, même dans la vie courante, quand il y a un accident ou un vol et que la police éprouve des difficultés à avancer dans son enquête, qu'est-ce qu'on fait? On fait un appel à témoins. C'est fréquent ça. Ça, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Ça fait partie des méthodes de travail qui sont éprouvées dans tous les pays du monde. Je veux dire, il n'y a pas qu'au Burkina qu'on fait ça. C'est pas nous qui avons inventé cette affaire-là. Il y a des gens qui sont passés par là, qui l'ont éprouvé, ça a été efficace. Donc, nous aussi, on se retrouve dans une situation où, voilà, il faut qu'on passe par cette méthode-là, qui n'est pas exclusive. Donc, ça n'a rien à voir avec un aveu de faiblesse, c'est plutôt une façon de s'adapter au contexte et aux difficultés rencontrées sur le terrain. Alors il y a le cas emblématique de Ben Laden qui a été traqué par les Américains, qui a été repéré justement grâce à des informations qui ont été fournies par des individus. Voilà, dans son terrier, on allait c'est son entourage, voilà. C'est son entourage qui a donné les informations voilà. Qui ont pu... Alors, on allait le chercher et le sortir comme un rat et bon, on connaît la suite. D'accord, Xavier voudrait réagir. Non, en fait, même Saddam Hussein aussi. Bien sûr, voilà. Saddam Hussein aussi, c'est la même chose. Oui, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Comme ils l'ont dit, c'est d'autres pistes qu'on explore par rapport donc à l'étape à laquelle on est aujourd'hui. En fait, je parlais de déification parce que si jamais l'appel ne prospère pas dans un laps temps, on va les regarder naturellement. Mais si dans quelques mois, on arrive à capturer 1 ou 2, certainement ça va dissuader. Mais si toutefois ça ne prospère pas, quelque part, ils seront grandis aussi. C'est ce que j'ai voulu dire. C'est peut-être le revers de la médaille. Sinon, en réalité, cette piste, elle est bonne. Le fait de mettre les têtes à des prix exorbitants, ça va certainement... encourager ceux qui sont aux alentours à certainement dénoncer. Et même les anonymes qui les connaissent, qui ne disent pas grand-chose. Parce que dans les coins un peu reculés, les gens sont encerclés. Peut-être c'est des dénonciations qui peuvent aussi les faire être victimes de ces actes terroristes-là. Bon, je crois que l'un dans l'autre... En tout cas, on peut avoir des dénonciations concluantes. Le Burkina, oui, allez-y. On ne les déifie pas, même si on ne les attrape pas maintenant. En fait, le problème qui se pose est le suivant. Aujourd'hui, au Burkina Faso, je ne connais pas un Burkinabé qui oserait dire qu'il les appuie, parce qu'ils ont tellement fait du tort à ce pays et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, ils ne défendent pas une cause sociale. En fait, on est derrière quelqu'un qui défend une cause sociale, ou même on peut dire une cause idéologique, politique, bien connue, bien cernée. C'est comme dans le temps des illustrés, alors Zorro, Robin des Bois, qui défendent des causes. Et ici, nous avons affaire à des gens qui sont vraiment des terroristes. C'est-à-dire, vous pouvez être quelque part et puis une bombe explose. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver si vous sortez de chez vous, si vous êtes devant chez vous, etc., etc. Donc, je ne vois pas quelqu'un qui va essayer de défendre des gens comme ça. Même si on ne les attrape pas, ça voudra dire qu'ils ont, comme l'a si bien dit Vokuma, ils sont pris en main par des réseaux qui sont suffisamment forts pour les aider à s'échapper. Mais là où je ne suis pas totalement d'accord avec lui, par rapport à Interpol, Interpol travaille aussi. Je pense que dans tous les cas, la police internationale, tous les réseaux anti-terroristes vont se mettre ensemble parce qu'en fait, l'information, c'est quoi? C'est de retracer les individus et faire en sorte qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont retracés. Et puis un jour, on les pince. Et tous ceux qui auront contribué, que ce soit des forces internationales ou des individus, vont y gagner. Moi, je crois que, en fait, ce n'est pas eux qui gagnent. Ce sont eux qui perdent au contraire. Parce que les renseignements aujourd'hui
à travailler jusqu'à nous débusquer des photos. Quand j'ai vu le ministre de la Défense faire son speech et en arrière-plan, il y avait des images, je me suis dit, mais pourquoi ils ne vont pas publier ces images? Aujourd'hui, on a ces images-là. Il appartient au Burkinabé de travailler. Tous les chasseurs dans les réseaux sociaux, ceux qui donnent la dette, pour un rien, ils envoient. Voilà aujourd'hui du travail pour eux. S'ils veulent de l'argent, du travail bien articulé, qui rend service au pays. Justement, certains pensent que le Burkina va attirer sur son sol des chasseurs de primes avec la publication de ces photos. Oui. Je crois que quand même la préoccupation de mon voisin, ça tend quand même à être fondé parce que quand on fait un recul en arrière, c'est vrai que de toutes les manières, là, ces gars-là, ils vont sortir perdants. Voilà, ça, il n'y a même pas de débat. Maintenant, quand on recule un peu en arrière, avec la capture de Ben Laden, les Américains même, quand ils l'ont descendu, pour son inhumation, je crois que les Américains même ont hésité entre l'enterrer sur la terre ferme ou bien, bon, ils ont fini par jeter le corps à la mer pour éviter qu'il y ait voilà, un endroit, un lieu de pèlerinage. Donc je crois que quand même, c'est un peu dans ce sens-là qu'il parle. Mais en tout cas, je ne crois pas que... Mais est-ce que ces gens dont on parle ici ont la carrure ou l'importance de Ben Laden? En fait, c'est là. Effectivement, ils n'ont pas cette carrure-là. Et en plus, je ne crois pas qu'à l'heure là, aucun Burkinabé, au regard du mal que ces gars ont causé, en tout cas, auront cette chance-là d'être élevés. Voilà. D'accord. Réaction autour du sujet, sinon on va avancer dans cette émission, oui. Par ailleurs, ajouter la publication de cette liste-là. En fait, je crois qu'elle répond non seulement à une question diplomatique, parce que quand on regarde à l'intérieur, il y a un étranger. Et même s'il n'y avait pas d'étranger, ces gars, généralement, ils ont des connexions avec certains États. Voilà, il faut le dire quand même. Parce que, et deuxième aspect, c'est qu'il y a la question économique aussi qui pose. Et toujours avec certaines entreprises, on l'a vu un peu, je crois, en Syrie ou bien en Afghanistan, où une entreprise, un cimentier, était obligé de payer pour pouvoir sauvegarder ses installations, je crois, un truc comme ça. Donc, en mettant, et surtout qu'il y a des pays qui ne veulent pas aider le Burkina Faso à acquérir de l'armement, en publiant cette liste-là, qu'est-ce que le Burkina gagne? C'est-à-dire que si un jour on retrouve X terroriste, un individu qui était activement recherché dans un pays et qu'il ne le dénonce pas, là il y a un problème diplomatique qui va se poser. Moi, c'est cette lecture aussi que je voulais juste ajouter, quoi. D'accord. Alors merci donc pour vos différentes analyses. Oui, Ahmed Koné. Sont vraiment très précieuses. Donc, si on prend le cas des Américains, je crois qu'il ne faut pas aller trop loin dans l'analyse par rapport à Ben Laden, etc. etc. Parce que bon, le fait d'avoir fait disparaître le corps de l'intéressé, bref, et puis au-delà des mers, bon, nous, on n'était pas là-bas. C'est l'information qu'on a donnée. Un État peut donner toutes sortes d'informations. Maintenant, chez nous, la manière de gérer l'information doit se faire, comme on l'a dit tout à l'heure, de manière extrêmement rigoureuse. Et il faut que les services de sécurité s'ouvrent au grand réseau de chercheurs que nous avons ici pour se faire aider. Et les populations, bien sûr, vont faire leur travail. Mais, comme je dis, c'est aussi une nouvelle trouvaille, un nouvel emploi pour tous les chasseurs de photos, d'images, d'informations et de primes, bien sûr. D'accord. Alors, deuxième sujet de cette émission, un immeuble R+5 s'est écroulé dans la nuit du 6 au 7 juin 2023, bien sûr, dans la zone d'activité commerciale et administrative Zaka à Ouagadougou. 2 personnes ont perdu la vie dans cet effondrement. Alors, Vokouma, quelle analyse, quel commentaire? C'est un scandale de plus. C'est un scandale de plus. On est tellement habitué à ces comment on appelle ça, ces effondrements-là que ça devient une banalité. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Il ne se passe pas 1 mois, 2 mois sans que les pluies commencent à tomber. On va encore assister à des effondrements d'immeubles ou d'infrastructures mal construites, mal fondées, mal exécutées, avec malheureusement des victimes.
C'est extrêmement grave. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est tellement fréquent qu'on se demande même est-ce qu'il y a une solution. Pourtant, il y a une solution. Il y a une solution. Vous vous rappelez le syndicat des ingénieurs, architectes, tout ça. Et ils avaient indiqué que sur 110 infractions, 65% concernaient des bâtiments qui avaient moins de 20 ans. C'est-à-dire, on construit un bâtiment et avec toutes les mesures de sécurité possibles, la fouille du sol, la qualité du matériau, tout ça, et au bout de 2-3 ans, ça tombe. Ça même ça va. Quand ça dure 3 ans, même ça va. On a vu des infrastructures qui n'ont pas traîné longtemps, comme le stade régional de Tenkodro, qui a été construit à l'occasion du 11 décembre 2019. Et quand les premiers pluies sont arrivés, ça a décoiffé le stade régional. Et ce qui est quand même grave, c'est là sur cela, il faut insister, c'est que l'entreprise qui avait construit ce stade-là a encore eu d'autres marchés. Vous comprenez? Donc c'est une incitation à l'impunité et j'exagère, à la commission des crimes. Parce que, voilà, vous avez l'université de Koudou, il y a eu aussi un bâtiment qui s'est effondré là-bas. Pourquoi une entreprise qui a construit un bâtiment qui s'est effondré, on n'a pas encore tiré au clair ses responsabilités, on lui attribue encore d'autres marchés? Pourquoi? Alors justement, beaucoup de commentaires autour de cette actualité. Les gens pointent du doigt la corruption et le manque de rigueur dans le domaine. Oui, bon, la corruption à bon dos, c'est vrai, ça joue un rôle. Parce que quand tu discutes avec les gens qui sont dans le bâtiment, entre les dépôts des offres et le dépouillement, il se passe beaucoup de choses. Une fois même que tu as le marché pour l'exécuter, il y a beaucoup de tracasseries, beaucoup de choses qui font qu'à la fin, puisqu'il faut aussi que tu gagnes quelque chose, voilà, parce qu'il faut distribuer un peu partout, et à la fin, si tu veux exécuter le marché comme il faut, mais tu ne peux pas t'en sortir. Donc, au lieu de mettre des fers de 10, tu mets des fers de 8. Vous voyez? S'il faut de mettre 5 sacs de ciment, tu mets 2,5. Vous voyez? Donc, c'est des économies d'échelle comme ça qui te permettent de gagner, mais qui, à la fin, donnent un produit de mauvaise qualité. Peut-être qui sont dramatiques. Alors, Aruna, Adama parle. Oui, c'est comme il a dit, hein, cette histoire commence maintenant à avoir la peau dure sous nos cieux, parce que déjà en 2014, vous vous rappelez qu'il y a un immeuble qui s'est effondré en face du palais royal du Moro-Naba, après que les riverains même aient interpellé maintes fois le promoteur, et qui, en tout cas, qui n'a jamais, qui n'a jamais répondu les convocations jusqu'à un certain moment où il était un peu il avait dos au mur, et puis voilà. Heureusement que là-bas, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. C'est comme il a dit, il y a l'université Norbert Zongo, il y a l'aéroport de Dancing, malheureusement, il y a eu des victimes. Et le X, c'est quoi? C'est vrai qu'il y a les salles de classe qui tombent comme des châteaux, qui s'effondrent comme des châteaux de sable. En fait, c'est pas seulement les marchés publics, y compris même le privé. Les promoteurs privés c'est la recherche de rentabilité, l'économie. Parce que quand vous regardez les images de cet immeuble de 5 étages qui s'est effondré, je me demande déjà que nous, on ne connaît pas les tremblements de terre, et qu'un immeuble qui s'arrête comme ça, qui s'effondre, il y a 2 hypothèses probablement qui se dégagent. Soit l'ingénieur structure a mal fait les calculs de la structure, soit c'est la qualité des matériaux, et c'est comme il a indiqué. Et je crois que la deuxième hypothèse semble un peu plus être plausible, en ce sens que les gens font tout pour faire une économie, pour économiser sur le dosage du ciment, par exemple. Il a dit, pour un sac de ciment, normalement, je crois, entre griffes, je prends un nombre comme ça, c'est 35 briques de 15. Bon, mais écoute, le gars va te dire, mais fais-moi 60 briques. Déjà, la qualité s'affaiblit. Ou bien il y a un dimensionnement du ferraillage. Comme il a dit, moi j'ai vu un mur d'une université publique, et le mur, quand vous regardez l'ampleur du mur,
avec le fer qui a été utilisé, ça frise le ridicule à la limite. Mais pendant ce temps, les promoteurs circulent, ou les entrepreneurs, quand il s'agit d'un marché public, ils circulent tranquillement dans le pays et puis rien à faire. Donc il va falloir effectivement que le législateur, c'est vrai que déjà il y a des dispositions qui sont là, mais il va falloir que le législateur durcisse davantage les sanctions. Voilà. Sinon, à la limite, ces gars, ils sont là, ils narguent la population et puis c'est pas leur problème. D'accord. En tout cas, la construction des bâtiments, des infrastructures au Burkina Faso sont contrôlées par l'Office national du contrôle des aménagements et des constructions. On n'a pas justement vu, sauf si je me trompe, des réactions officielles de la part du ministère en charge de l'habitat. Ahmed Koné. Vous savez, on a tellement critiqué ces façons de faire là, de toutes les organisations, les institutions, les ordres, etc. Je crois qu'on perd trop de temps. Voilà, nous sommes actuellement à des mises à prix, des têtes des terroristes. Pourquoi on va donner du travail au Premier ministre et à ses techniciens. Il faut qu'ils mettent en place un comité interministériel des ministères concernés pour que des gens travaillent à identifier tous les bâtiments publics fissurés, etc. Quand vous prenez l'échangeur, vous avez peur. Lorsque vous voyez des ponts dans les villages, entre des villes, dans les quartiers, mais les gens se plaignent partout et puis on sent que ça ne bouge pas. Bon, peut-être on va dire qu'il y a des problèmes de fond. Il faut qu'on identifie d'abord toutes les structures qui sont susceptibles de s'écrouler. J'ai dit, toutes les structures, il ne faut pas s'amuser. Prenez la route de l'hôpital, allez vers Coupéla, vous allez voir les bâtiments qui sont construits. Ça fait tellement peur. Mais rapidement, on s'arrange, on ennoblit le sarcophage, c'est tellement beau à voir, et puis les gens vont louer. Bon, vous voyez, ce n'est pas sérieux. Ceux qui louent même, on dirait qu'ils ne réfléchissent pas. Il y a les voisins qui sont à côté, ils ne se plaignent pas. Les gens passent à côté, personne ne se plaint. En fait, tout le monde est responsable, comme on dit. Il faut mettre en place une structure qui contrôle les services de contrôle. Parce qu'en fait, c'est tout ça aussi. Il y a oui, mais justement, non. Le laboratoire là est déjà fatigué. Il y a il y a plus de problèmes que de solutions. Donc, il y a des gens qui sont là-bas depuis longtemps. Il y a des gens aussi qui sont fatigués. Il y a des gens qui sont suffisamment... comment je vais dire ça? Il y a eu tellement de problèmes qui sont accablés. Donc, la confiance est en train de sortir. Et puis, vous faites des rapports, les gens n'utilisent pas vos rapports. La mise en œuvre tarde. Et vous savez qu'il y a des gens qui posent toujours le caillou dessus. Ça n'encourage pas. Vous avez des fonctionnaires usés et usagés partout. Donc il faut faire attention à ça. C'est pour ça que j'ai dit les services de contrôle. Quand vous écoutez les émissions interactives, les gens critiquent du jour au lendemain tout ce qui se passe entre le contrôleur qui n'a pas fait le travail, le bailleur de fonds. Bon, il y a trop de choses. Je crois que le Premier ministre, voilà un dossier important et urgent parce que tout est prioritaire pour pouvoir travailler rapidement, mettre en place un comité interministériel qui rapidement fait la liste de tous les bâtiments, avec l'aide des réseaux sociaux, tous les bâtiments qui sont susceptibles de s'écrouler dans les jours ou mois à venir, et puis dire où ça se trouve, dans quelques villages où soit les ponts, les trucs mal faits. Et puis on fait la liste de tous les contrôleurs, de tous les financiers, de tous les propriétaires, et puis on publie, parce que les médias sont là pour ça. La preuve, là, on a fait la publication des photos des gens. Il faut passer à ça. Et puis maintenant, ces gens n'auront plus droit à un marché public. Ils n'exécuteront plus un contrat public au Burkina Faso. Si on ne fait pas comme ça, là, les textes existent, mais on n'applique rien et ça continue. C'est l'argent, d'accord, mais il faut prendre des mesures pour que l'argent cesse de nous dominer. D'accord, Xavier, est-ce que vous partagez le point de vue du doyen sur ce sujet? Oui, je partage bien sûr. Je pense qu'il faut aller au-delà parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les gens rusent beaucoup avec la loi. Ça veut dire quoi? Vous êtes condamné, on dit par exemple que votre entreprise ne peut plus compétir et soumissionner un marché public, mais on change facilement de nom, on change le nom de l'entreprise, on donne même ça à une autre personne et on sous-traite et c'est en réalité vous qui êtes le principal acteur dans l'entreprise. Je crois que c'est une éducation qui va certainement prendre du temps, mais au-delà de ça, il y a aussi qu'il faut agir directement sur la loi. Aujourd'hui, les peines privatives de liberté ne sont pas assez importantes pour ces cas-là. Par exemple, quand on prend l'université de Koudougou, le jugement a été fait, il a été condamné, je crois c'est à 3 ans, ou c'est 3 mois. Bon, on va le libérer d'ici là et peut-être la personne va reprendre tranquillement son boulot.
Ce qui s'est passé aussi à Zianré, si vous voyez un peu, j'ai dit Zianré, à l'aéroport de Donsin, c'est le TGI de Zianré qui a jugé l'affaire. Là-bas aussi, quand vous regardez les peines, c'est pratiquement insignifiant par rapport aux vies humaines qui ont été sacrifiées et éventuellement aux dommages. Hein. C'est des millions qui vont s'envoler comme ça, que l'État a certainement investi pour ces réalisations. Je crois que le législateur doit revoir la législation en matière donc, de construction, durcir donc les peines privatives de liberté, et l'ARCOP et toutes ces structures de contrôle-là doivent être encore beaucoup plus rigoureux pourquoi ne pas mettre à prix aussi ces entrepreneurs aussi qui affichent leur tête pour qu'on sache que telle entreprise, à tel entrepreneur, voilà ce qu'il a fait comme dégâts. Et ça va situer peut-être l'opinion. Sinon, si vous l'avez dit, hein, vous pouvez aussi la relever, ça fait peut-être 5 ou 6 cas comme ça à moins de 2-3 ans. C'est assez énorme et je pense qu'il faut durcir le ton, sinon on n'aura pas de solution d'ici près. Oui, comment voudrait réagir? Non, bon, je suis d'accord avec ce que les confrères ont dit. Je pense qu'il faut durcir la législation et puis je pense même aggraver les peines. Parce qu'une vie qui est fauchée comme ça, à l'université, des étudiants qui sont morts comme ça, parce qu'ils étaient là pour acquérir le savoir, parce que tout simplement des gens ont voulu gagner plus d'argent qu'il n'en fallait. Alors, c'est le constat aussi sur le terrain, peut-être que Xavier l'a un peu évoqué, la plupart du temps, ces projets, hein, sur le papier, non, aucun problème, tout est correct, mais c'est dans l'exécution, donc, des chantiers, oui, bien sûr. Voilà, le problème. Oui, c'est une chaîne de responsabilité, puisque vous avez l'entrepreneur et puis vous avez aussi le bureau d'études. C'est-à-dire, il y a un bureau conseil quand même, de contrôle, qui fait régulièrement des rapports d'étape, hein, pour qu'on avance au fur et à mesure. Et s'il y a des corrections à faire, il propose des corrections à faire pour qu'on puisse avancer et respecter l'exécution du marché dans les délais avec le budget qui a été fixé dès le départ. Or, sur le terrain, le conseil a été donné. Vous avez des marchés qui sont terminés avec beaucoup d'avenants, parfois même qui dépassent le marché principal, initial. Bon, voilà. Oui. Bon, est-ce qu'il faut revenir sur l'offre le moins 10 ans? Ouais. Ça peut être aussi la cause, parce que quelqu'un qui fait une offre et dont vous voyez manifestement que ça ne peut pas tenir la route. Ça ne peut pas tenir la route, mais vous lui donner. Mais comment voulez-vous qu'il exécute le marché après, dans les normes et de bonne qualité? Ce n'est pas possible. C'est comme dans les services aussi, les offres de services. Il y en a qui vont, vous voyez, c'est fréquent, vous rentrez dans les services, vous voyez des stylos qui ne fonctionnent pas. Oui, c'est fréquent. Et où il n'y a même pas d'encre. Parce que tout simplement, celui qui a fait l'offre la moins disante n'a pas pu fournir des stylos de qualité qui correspondent au descriptif dans le marché initial. Ouais. Bon, tout ça, ce sont des pratiques que nous connaissons. Comme il a indiqué, nous avons la chance d'avoir un régime de transition. Oui. Je pense qu'eux, ils peuvent faire ce travail de nettoyage, de salubrité publique. Il y a une sorte d'hygiène publique qu'ils doivent instaurer dans ce secteur-là, comme dans d'autres d'ailleurs, puisque, bon, il n'y a pas de clientèle à retenir, il n'y a pas d'électeurs à flatter ou de leaders d'opinion à flatter, tout ça. Donc, ils peuvent faire ce travail-là correctement, assainir ce secteur-là, et puis, bon, au moins qu'on voit les brebis galeuses, parce que tout le monde n'est pas, malheureusement, tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des gens qui font correctement leur travail. Oui, Kaboré. Je voudrais ajouter à ce qu'il a dit. J'ai vu une expérience dans le centre S où la population a été impliquée durant tout le cycle du marché, jusqu'à son exécution. Donc, du coup, l'entrepreneur qui arrive avec son équipe, tout, déjà, la population connaît déjà ce qu'il faut, ce qui existe dans le cahier de charge. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a un écart qui veut s'opérer par rapport au cahier de charge et l'exécution physique, la population
interpelle rapidement l'autorité qui agit sur l'entreprise. Et effectivement, à la fin, l'infrastructure, en tout cas, jusqu'à cette heure dont je vous parle, tient la route. Donc, je crois que quand même, la participation de la population, quand même aussi, elle est assez importante. Je crois que c'est dans ce sens aussi que, bon, on essaie de promouvoir la décentralisation. Donc, pourquoi pas ne pas impliquer ces gens-là pour les bâtiments. Sinon, c'est qu'il faut un immeuble, au moins 2, à partir de R+2, il faut que le contrôle technique soit très rigoureux. Non, le sous-bassement. Voilà. Le sous-bassement. On ne peut pas faire de oui, mais l'approximation. justement, lors donc, du reportage que nous avons réalisé sur cet effondrement et des riverains, en tout cas, on dit que depuis la fondation, justement, on voyait qu'il y avait un problème pour cet immeuble qui s'est effondré. La préoccupation, c'est peut-être quand c'est des infrastructures publiques comme ça, c'est beaucoup plus facile. Mais voilà quelque chose qu'on confie à un privé. Vous êtes riverain, a priori, qu'est-ce que vous pouvez faire si ce n'est peut-être pas à dénoncer à la police? Vous n'êtes pas acteur, vous ne pouvez pas vous impliquer directement dans le suivi-contrôle. Vous ne pouvez que regarder, sauf peut-être si c'est incliné, interpeller la police pour que ça ne tombe pas sur votre toit. C'est peut-être ça la difficulté. Sinon, si c'est des infrastructures publiques comme ça, comme les écoles et autres, la population peut être impliquée dans le suivi. Mais pour des marchés publics qu'on donne dans une ville comme Ouagadougou, dans un quartier isolé, bon, les gens travaillent, je vais dire, avec leur équipe. Et c'est difficile souvent pour les populations de faire le contrôle. C'est inviter peut-être le ministère en charge de la construction à être rigoureux. Parce que là aussi, on voit souvent des chantiers qu'on met la croix dessus, mais des gens effacent pour construire. Ça aussi, il y a l'incivisme aussi. Oui, on a vu récemment voilà, la sortie justement de l'office qui est chargé donc du contrôle des structures, qui avait donc interdit la construction de certains bâtiments, oui, et même ordonné la destruction d'autres bâtiments qui ne répondaient pas donc aux normes. Donner beaucoup plus de moyens au ministère, à cette structure qui s'occupe un peu du contrôle là, peut-être à démolir donc les travaux s'il le faut, parce que aller mettre la croix et repartir, vous n'avez pas les moyens. Ouagadougou, c'est vaste, parlons pas de Bobo et autres villes. Vous faites le tour et puis l'immeuble continue de se construire tranquillement, et du jour au lendemain, bon, le gars réceptionne et puis c'est tout. Si ce n'est pas peut-être des dégâts comme ça qu'on voit, et puis on va encore en parler. Peut-être si le ministère avait les moyens, une fois qu'on a détecté que vous n'êtes pas dans les normes, on démolit et puis on continue. Mais ça va être difficile pour l'instant. D'accord. Oui, on peut lancer un appel quand même à tous ceux qui sont dans les métiers de la construction. On leur demande rien d'autre que de démontrer qu'ils aiment leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs mères, qui tous les jours passent à côté d'un bâtiment, utilisent un pont, traversent, empruntent des routes, etc. Ça pour faire quand même du travail simple. Il ne faut pas exposer la vie des gens. Tous les jours, des gens meurent à côté de vous. Quand vous allez par exemple dans un hôpital, il y a trop de machines. Et vous qui construisez, vous aussi vous faites des problèmes. Dans tous les métiers, il y a des faiblesses. Il faut que les Burkinabés, comme on dit, réapprennent à aimer leur pays. En fait, c'est ça. Le message est simple. Quand on dit amour de la patrie, là, c'est ça. Chacun doit faire son travail. Un travail n'est travail que quand il est bien fait. D'accord. Alors, on va aborder le dernier sujet de cette émission et on parle du Sénégal. La situation sociopolitique reste tendue dans ce pays depuis la condamnation à 2 ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko. De violents affrontements ont opposé les partisans de ce leader donc aux forces de sécurité. Selon les dernières estimations, en tout cas les heures ont fait 23 morts. Alors comment analysez-vous donc ces événements au Sénégal, Kaboré? Ces événements au Sénégal, bon, vous savez, tout est parti en réalité. Pas peut-être de la condamnation de Sonko, mais je crois que c'est surtout le fait qu'on attribue au président sénégalais Macky Sall une intention inavouée de vouloir briguer un 3e mandat. Et c'est là le problème. Mais pour y arriver, déjà, c'est
en écartant son premier opposant, je crois. Et c'est ça qui a mené toutes ces violences-là. Maintenant, je ne crois pas que peut-être la rue pourrait, excusez-moi du terme, la rue pourrait faire infléchir le président de ses intentions inavouées. Mais comme beaucoup aussi le disent quand on regarde un peu l'opinion, un coup d'État, excusez-moi d'aller un peu trop loin, au Sénégal serait impossible parce que quand on regarde un peu la tradition politique de ce pays, tout comme la France avec les gilets jaunes et plus récemment la retraite, bon, en tout cas, beaucoup pensaient que ça pourrait inverser les choses, mais bon, pas évident. Donc c'est la petite lecture que j'ai pour l'instant de la situation. Mais si le président sénégalais gagnerait à afficher clairement sa position pour éviter vraiment cette tension-là. En tout cas, je pense qu'il a promis de s'exprimer sur la situation, donc à l'issue du dialogue social qu'il a instauré. Alors, Vokouma, comment vous voyez donc les événements qui se produisent au Sénégal? Macky Sall va-t-il laisser, ou en tout cas du lest, ou il va-t-il poursuivre dans sa volonté, en tout cas, de maintenir la situation telle qu'elle et de se proposer comme candidat à la présidentielle de 2024? Oui, pour moi, il n'y a pas de doute. Hein. Il va être candidat à l'élection présidentielle de 2024. Il n'y a pas de doute. Moi, j'étais là-bas il y a 2 ans. Déjà, les confrères m'avaient expliqué que dans son entourage, personne ne parlait du 3e mandat. Personne n'osait parler. Parce que si tu parles de ça, en bien ou en mal, il te limogeait. Donc c'était déjà un tabou. Et ça montrait déjà qu'il avait cette intention-là. Parce que pour moi, s'il n'a pas envie d'être candidat, il suffit simplement de le dire. Je ne serai pas candidat en 2024. C'est aussi simple que ça. Et comme il ne le dit pas, pour moi, il n'y a pas de doute dessus. Rappelez-vous, dans notre pays, pendant le débat sur la révision de l'article 37, là, pendant un bout de temps, Blaise Compaoré ne disait rien. Jusqu'à ce qu'il sorte du bois à l'occasion du 11 décembre là, à Dori. À Dori, oui. Oui. Quand il est sorti, bon, et là c'était devenu clair. Mais c'est la même chose. Pourtant, il suffisait de dire je ne veux pas modifier l'article 37 et puis la tension allait tomber. On est exactement dans la même situation. Macky Sall va être candidat à l'élection présidentielle de 2020 et il fait tout pour écarter les opposants les plus crédibles, qui sont en tout cas susceptibles de le battre, en l'occurrence Ousmane Sonko. Mais il avait déjà fait, on a éliminé Khalifa Sall, le maire de Dakar, qui était très, très populaire. Par la même méthode pratiquement. Oui, la même méthode judiciaire. C'est-à-dire qu'on instrumentalise la justice pour régler des problèmes politiques. Tout comme Karim Wade, c'est la même chose. Et là, il refait le même procédé avec Sonko, sauf que les Sénégalais n'ont pas oublié ça. Ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé. Et lui-même, vous voyez, souvent on ressort la VAR, là, comment ses déclarations, ses prises de position en disant que Wade, s'il fait le 3e mandat, on va le déloger de la présidence. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et le procès qui a eu lieu, c'est un procès politique. Il faut dire les choses comme ça. Puisque voici quelqu'un qu'on poursuit pour viol et violence. On n'arrive pas à établir qu'il est coupable de viol et de violence. Qu'est-ce qu'on devait faire? On devait l'acquitter. Non, on trouve une autre charge, corruption de la jeunesse. C'est pour ça que moi qui ai fait des études de philosophie, quand j'ai entendu ça, je me suis rappelé du procès de Socrate de 399 avant Jésus-Christ, où il a été condamné effectivement pour corruption de la jeunesse parce qu'il ne croyait pas aux divinités, parce qu'on l'accusait de corrompre la jeunesse, de les pousser à la conscientiser. Voilà. Oui, c'est ridicule. C'est un procès politique. Alors que cette affaire-là, il suffisait simplement de rester dans un cadre judiciaire, de voir, puisque Sonko lui-même a commencé à dire dans un premier temps qu'il n'était pas allé dans ce salon de massage-là, avant de reconnaître qu'il est allé. Bon, donc il y a quand même peut-être eu quelque chose. Et cette dame qui a dit à plusieurs reprises qu'elle a suivi comme 4 fois. Mais pourquoi, dès la première fois, elle n'a pas dénoncé tout ça. Donc, bruit autour de l'affaire. Tout ça, et puis on a vu le rapport du gynécologue
qui a examiné la dame, qui a expliqué de façon claire qu'il n'y a rien qui laissait penser qu'il y a eu viol. Donc, dans cette affaire, Macky Sall veut forcer, et il s'inspire certainement du Ouattara, qui est en Côte d'Ivoire, qui a eu avec succès à contourner la Constitution, à être candidat et à gagner. C'est certainement sa référence. Sauf que le peuple sénégalais n'est pas le peuple ivoirien. Et quand je vois la mobilisation qui se met en place, je ne sais pas celui qui va aboutir qui va réussir son projet. Donc, pour finir, on voit que la CEDEAO a publié une note timide, l'Union africaine. C'est maintenant qu'il faut agir. Vous voyez, ils étaient venus ici après l'insurrection populaire, la queue entre les pattes, pour dire, donc on les a rabrouillés, la société civile les a rabrouillés. Ils n'ont pas tiré les leçons de ça. Au moins, faites une mise au clair. Maintenant, s'ils s'entêtent, au moins, vous auriez fait votre devoir au lieu de faire le médecin après la mort. D'accord, oui. Alors, oui, en fait, ce bras de fer, effectivement, dépend beaucoup. L'issue de ce bras de fer dépend de Macky Sall et lui seul. C'est lui qui détient un peu. Il a promis de dire quelque chose à l'issue du dialogue. On espère qu'il va renoncer. Sinon, c'est le bras de fer qui va continuer. Alors, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord que M. Sanko est aussi blanc comme vous avez essayé de le démontrer. Hein. La justice ne va pas... Si, il a été...